En tentant de porter sa guerre contre la Russie sur le terrain africain et en le revendiquant, l'Ukraine a-t-elle fait le faux pas de trop ? Cela faisait déjà des mois que l'on savait que Kiev voulait affronter Moscou sur le continent où Vladimir Poutine ne cesse de tisser sa toile. En novembre 2023, le Kiev Post annonçait que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky avait envoyé des commandos aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, ancien vice-président de la transition au Soudan et protagoniste de la guerre civile qui déchire son pays. Mais désormais, Kiev assume ouvertement. Tout part d'un affrontement militaire violent entre l'armée malienne, appuyée par la société militaire privée russe Wagner, et des rebelles Touaregs, pas loin de la frontière entre le Mali et l'Algérie. Les rebelles, qu'à Bamako on considère comme des terroristes, ont le dessus et infligent des lourdes pertes à l'armée malienne et à Wagner. Enhardis par la victoire, les autorités ukrainiennes se vantent de leur action jusqu'ici clandestine. Lundi dernier, Andriy Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, s'est exprimé à la télévision. Évoquant la bataille de Tinzaouaten, il a indiqué que les séparatistes avaient obtenu des informations clés sans reconnaître directement l'implication de l'Ukraine. Les rebelles ont reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre des Russes auteurs de crimes de guerre. Cela a été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Comme si cela ne suffisait pas, l'ambassade ukrainienne à Dakar, qui s'était déjà signalée en appelant des jeunes Africains à s'enrôler à ses côtés, a publié une interview vidéo et un commentaire qui a conduit à la convocation de l'ambassadeur. Il s'agissait d'une interview d'Andriy Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, dans laquelle il affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du nord du Mali dans leurs affrontements fin juillet avec les forces armées maliennes et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. La vidéo était accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur ukrainien qui déclarait « Le travail se poursuivra, il y aura certainement d'autres résultats ». Depuis, de nombreux pays africains et même la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont fustigé les ingérences extérieures pouvant constituer une menace contre la paix et la sécurité. La CEDEAO, qui a pourtant des relations très difficiles avec le régime militaire au pouvoir à Bamako. L'exécutif ukrainien a-t-il donné le bâton pour se faire battre ? Un tabou a-t-il été violé ? La France et les États-Unis pourront-ils éviter de se distancier des agissements de leurs alliés sans nourrir les accusations sur leur propre complicité ? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, et co-auteur de L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Bonjour Hamzat. Bonjour Théophile. Alors en dépit de la guerre des nerfs permanente entre d'un côté l'Alliance des États du Sahel qui réunit les exécutifs militaires du Mali, du Burkina et du Niger, vent debout contre la France et l'Occident, et de l'autre côté la CEDEAO, plutôt pro-occidentale on va dire, cette dernière a tenu à exprimer fortement sa désapprobation des ingérences extérieures au Mali, des ingérences ukrainiennes au Mali. Pourquoi ? Alors déjà, premièrement, lors du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les pays africains avaient pris position sur ce conflit. Et on avait vu qu'ils ne s'étaient pas totalement alignés sur l'Occident. Ils tenaient à ce que l'Afrique ait une position neutre. C'était d'ailleurs, je crois, la position d'un pays comme le Sénégal et plus généralement de l'Union africaine. Dans le cas d'un conflit qui met en présence une force non africaine et des forces africaines, le principe qui prévaut, c'est celui de la solidarité africaine. Quelles que soient finalement les dissensions à l'intérieur donc du bloc régional ou continental. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut interpréter des positions relativement proches à la fois des pays à l'extérieur de l'AES que des pays de l'AES, même s'il faut bien comprendre qu'il y a une spécificité des pays de l'AES qui sont liés par un pacte militaire et que par conséquent la réaction du Mali par rapport à l'agression subie a été suivie par le Niger et devrait être suivie par le Burkina Faso. Pour les pays qui restent au niveau de la CEDEAO, il faudra, je pense, observer la suite des positions qui tiendront vis-à-vis de l'Ukraine, qui mène quand même une bataille politique et diplomatique en Afrique depuis un certain temps. L'Ukraine a ouvert 6 ambassades sur le continent africain, dont notamment, je crois, à Abidjan et à Accra récemment. Et donc, il y a dans la continuité donc, de cette ingérence militaire extrêmement grave, la continuité en fait d'une ingérence politique et diplomatique de l'Ukraine à l'intérieur finalement des relations inter- et intra-africaines. Mais quelque part, la CEDEAO qui a en son sein tous ces pays qui sont plutôt défiants vis-à-vis des pays de l'AES. On pense à la Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. La CEDEAO a réagi. Le Sénégal a vivement réagi, a
convoqué l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Donc, quelque part, il y a une forme de solidarité qui va au-delà d'une brouille qui est pourtant très profonde. Alors, il y a une forme de solidarité qui est liée aussi à la faute stratégique de l'Ukraine, qui a publiquement reconnu, plus ou moins, même si le gouvernement ukrainien ne le reconnaît pas tout à fait, mais en tout cas des hauts responsables ukrainiens ont reconnu leur ingérence dans cette affaire-là. Et donc, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Les réseaux sociaux ont également interpellé les autorités sénégalaises pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Donc, il y a, je pense, du point de vue de la part du Sénégal, une position qui est tout à fait logique de réprobation de l'utilisation de son territoire, de l'immunité diplomatique dont jouit l'Ukraine pour attaquer ou appeler à l'attaque terroriste vis-à-vis d'un État africain avec lequel le Sénégal a des relations historiques. Maintenant, il faudra voir effectivement quelles seront les suites au niveau du reste des pays de la CEDEAO vis-à-vis de cette ingérence, en sachant aussi qu'il y a dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine des jeux et des guerres d'influence qui commencent par exemple à toucher un pays comme le Nigeria, où on a vu un mouvement de protestation apparaître avec notamment des drapeaux russes qui sont un peu la réponse aux drapeaux ukrainiens qu'on a vu donc du côté des rebelles Touaregs qui attaquent le Nord Mali. Alors, est-ce qu'on peut dire que quelque part, l'Ukraine a péché en violant un tabou fondateur africain ? Un tabou fondateur, une sorte de totem construit après les décolonisations et peut-être aussi avec des précédents historiques de la guerre froide, notamment le soutien des Occidentaux à des rébellions séparatistes au Katanga, au Congo, donc juste après les indépendances. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Ukraine est un pays qui a aussi une tradition de mercenariat. C'est-à-dire que des mercenaires ukrainiens, on en a vu dans pas mal de conflits sur le continent africain. Donc, c'est pas nouveau en soi qu'il y ait une présence de mercenaires ou de paramilitaires ou un soutien de cette nature-là à des groupes rebelles, séparatistes ou terroristes au Nord Mali. Ça, c'est un premier élément. Et les mercenaires ont toujours travaillé pour des États, plus que pour des rébellions. Alors, pas tout à fait. Il y a quand même des cas où des groupes paramilitaires ont pu travailler avec des mouvements de rébellion ou d'opposition de séparatisme. Et là, on a de la part du gouvernement ukrainien une sorte de, pas de mea culpa, mais d'affirmation comme quoi le Mali aurait rompu un peu trop rapidement ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Alors, ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est de constater que le Mali, en dépit de son rapprochement manifeste, public, assumé avec la Russie, n'avait pas rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine jusqu'à présent. Donc, il y a de la part des pays africains une volonté de non-ingérence dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a manifestement et de manière constante des formes de non-ingérence, alors ukrainienne ou en tout cas extra-africaine, à l'intérieur d'ingérence à l'intérieur des affaires africaines. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on peut dire qu'au fond, c'est Bamako qui a commencé en faisant venir Wagner, un groupe tout aussi étranger à l'Afrique que les services spéciaux ukrainiens ? Alors, la position des autorités maliennes, ça a toujours été de dire qu'elles ont passé un contrat avec les autorités russes qui ont mis à disposition des instructeurs pour former, pour les aider à combattre la menace terroriste. Ça, c'est un premier élément et je pense que le Mali a tout à fait l'attitude à assumer la question de la défense de son intégrité territoriale. Après, d'un point de vue stratégique, il est évident qu'à partir du moment où vous faites intervenir une puissance étrangère sur votre territoire, les ennemis non africains de cette puissance étrangère auront intérêt également à être présents. Si demain on fait appel à la Corée du Nord, il est évident que d'ici quelques mois, la Corée du Sud tentera également d'être présente. C'est-à-dire que chaque ouverture à une puissance ou à une force étrangère que l'on fait sur le continent africain amène toujours en réponse que les adversaires de cette puissance étrangère se positionnent et qu'on ouvre effectivement sur le sol africain des conflits non africains. Des conflits un peu par proxy. Exactement, des conflits par proxy. Oui. Est-ce qu'il y a des précédents plus ou moins approchants dans l'histoire, c'est-à-dire des précédents où l'on voit une puissance étrangère qui, a priori, n'a pas d'intérêt particulier à défendre, intervenir, s'inviter sur le territoire africain pour gérer des contradictions qui sont liées à sa propre ère, disons, d'influence? Alors, d'une certaine manière, ça peut exister avec des interventions impérialistes classiques, françaises, américaines, qui visent en fait à contrôler des espaces géostratégiques où ne sont pas forcément l'ancienne puissance coloniale. Je pense que du point de vue du bloc de l'Afrique australe, ça a été un cas présent pendant la guerre froide, mais quand même dans le cas de ce qui vient de se passer au Nord Mali, l'Ukraine est en guerre contre la Russie, donc on est quand même dans une volonté peut-être aussi de créer ou d'affaiblir ou de contester
l'intérêt des pays africains à se tourner vers la Russie sur un terrain d'opération externe. Donc je pense qu'on est quand même dans une continuité, non pas de la défense des intérêts directs de l'Ukraine, mais d'une volonté d'enrayer et d'enrouer la capacité de la Russie à se présenter comme une puissance protectrice vis-à-vis de pays africains. Alors, lors de cette opération, les forces rebelles maliennes, Touareg, ont infligé de lourdes pertes à la société militaire privée russe Wagner et de manière générale à des Russes, puisqu'on a vu des images qui ont sans doute été prises dans le cadre de la guerre de propagande. Est-ce que l'Ukraine a gagné cette épreuve de force là où c'est juste une victoire militaire des rebelles et de leurs alliés ukrainiens et une sorte d'impasse politique et diplomatique à moyen terme? Alors, c'est une victoire militaire lors d'une bataille qui ne fait pas la guerre. C'est probablement une victoire qui a été obtenue par du renseignement. Je pense que c'est ce qui a été indiqué par les officiels ukrainiens. Donc, il y a du renseignement qui a été mis à disposition des rebelles Touareg. Qui ont pu frapper de manière la plus efficace possible. De la formation vis-à-vis donc de drones artisanaux et explosifs. Donc, on voit bien qu'il y a une mise à disposition du savoir-faire ukrainien envers les rebelles qui combattent l'État malien. Maintenant, je ne pense pas que cela soit en tout cas décisif, mais c'est un tournant dans le sens où le Mali a rompu effectivement officiellement les relations diplomatiques avec et l'Ukraine, et cela renforce évidemment le rapprochement entre le Mali et la Russie. Donc si l'objectif était finalement de dissocier le Mali de la Russie en montrant que Moscou n'est pas un partenaire militaire aussi fiable que ça, c'est exactement l'effet inverse qui va se produire. Et la manière également dont les responsables ukrainiens se sont félicités de cette victoire et du nombre de morts montre bien également le mépris et le peu d'estime que les autorités ukrainiennes ont vis-à-vis également des soldats maliens ou de la vie africaine de manière générale. Donc ça a permis aussi aux autorités maliennes dans leur communiqué de faire référence à la nature fasciste et néo-nazie des forces ukrainiennes dans ce conflit. Alors donc, en fait, d'une certaine manière, dans la continuité des éléments de langage russe. Exactement, c'est dans la continuité des éléments de langage russe, si on peut le dire ainsi. En même temps, il y a une capacité des autorités maliennes, des responsables africains, des opinions publiques africaines à déceler le double jeu de l'Ukraine et à surtout déceler ce que l'ingérence ukrainienne dit du soutien français et américain, plus généralement occidental, à l'Ukraine contre la Russie. Donc la logique voudrait quand même qu'il y ait aussi de la part des pays occidentaux une condamnation du soutien de l'Ukraine à une action terroriste. Alors, c'est pas ce qui s'est passé. Pour ne rien arranger, les signaux envoyés par les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine militairement et financièrement ne sont pas clairs. On n'entend pas de désapprobation particulière. Et dans des chaînes d'infos comme LCI en France, on peut entendre des propos tels que ceux de Michel Goya, colonel français à la retraite et chroniqueur, des propos qui ont bien entendu déjà fait le buzz en Afrique de l'Ouest. Ce sera peut-être bienvenu de coopérer au moins discrètement avec les Ukrainiens dans... J'allais vous poser la question, est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète? Tout à l'heure sur ce plateau, vous vous réjouissiez de la mort, vous disiez bravo Israéliens d'avoir tué, s'il est mort, Fouad Chouker, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains dans la région. Oui, enfin ils sont bien sûr, ce sont des adversaires très, très clairement identifiés. Mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, très, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens. Par principe, on aide les Ukrainiens. Donc on les aide en Ukraine, autant les aider aussi en Afrique. Alors Hamzat, quand on expert aussi aguerri que Michel Goya tient de tels propos, il sait forcément qu'il alimente une machine qui participe à dégrader les relations entre la France et les anciennes colonies africaines, et aussi qu'il participe à jouer contre son camp dans la guerre des opinions publiques. Alors dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Pense-t-il avoir affaire à une sorte de terra nullius, ce simple lieu d'affrontement entre puissances externes, sans prendre en compte la réalité de celles et ceux qui y vivent? Alors, il se passe des choses assez surprenantes ces derniers temps avec les médias, avec les réseaux sociaux. On a eu un ancien agent de la DGSE qui disait que c'était le moment idéal pour la France de mener des opérations clandestines.
On a d'autres experts qui, d'habitude, tiennent la langue de bois, qui disent publiquement, effectivement, des positions qui relevaient plutôt auparavant des opérations secrètes ou clandestines. Donc, on a effectivement l'impression que le langage, les prises de parole visent à mettre de l'huile sur le feu, visent à confirmer des récits autoréalisateurs. Donc c'est évidemment, je pense, une prise de parole qui montre aussi quelque part une forme de condescendance, d'arrogance ou d'impunité des officiels français ou occidentaux de manière plus générale, qui pensent que tout leur est permis et qui, je pense, restent convaincus que les autorités à la tête des États de l'AES ne sont pas légitimes et ne tiendraient leur pouvoir que de la seule présence militaire russe. Donc je pense qu'il y a vraiment une... Elles ne sont pas légitimes d'un point de vue électoral puisqu'elles sont issues de coups d'État, mais en réalité, ce sont des coups d'État qui ont été portés par des opinions publiques qui en avaient marre. Oui, et puis surtout qu'on a eu d'autres coups d'État qui ont été légitimés, pour lesquels la France s'est portée d'une certaine manière garante. Donc là aussi, on est dans des situations assez particulières. Mais, on pense notamment au président de la transition gabonais qui était à Paris récemment. Exactement, ou même au Tchad, même si ça a été légalisé un peu plus tard. Mais dans le cas effectivement de ces déclarations, elles alimentent effectivement les polémiques, les controverses. Elles légitiment effectivement les rejets de la part de l'opinion publique africaine. Donc d'une certaine manière, elles aident les pays de l'AES. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que le narratif va dans le sens des pays de l'AES en termes effectivement d'une agression, ce qui est le cas. C'est-à-dire que les pays de l'AES sont agressés par des forces extérieures. Je pense qu'il faut quand même le rappeler depuis le départ. Ce sont des forces défensives, c'est-à-dire que ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger n'attaquent qui que ce soit. Ce sont des pays attaqués. Et je pense que c'est très important, effectivement, de voir que ceux qui attaquent sont prêts à utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à leur fin. Et il y a, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, il y a de la part de la France une volonté assez vicieuse de voir la Russie s'embourber, ne pas y arriver à libérer ou à aider à la libération des États du Sahel. Et je trouve que ça rejoint un peu ce complexe français de « après nous, le déluge », que l'on entendait déjà au moment du départ de l'armée française. On expliquait que maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir avec les Russes et que plus tard, vous allez nous rappeler à l'aide. D'autant plus que le général Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française, avait lui aussi fait le buzz en disant que la France allait être amenée à revenir. Dans 10 ou 20 ans, parce que ce sera le chaos avec les Russes. Donc il y a vraiment ce discours très... très autoglorifiant de la France qui n'est pas capable, je dirais, de faire son autocritique. Un discours un peu semard, pour parler comme les jeunes aussi, on a l'impression. Oui, ils ont la France à la haine d'une certaine manière, parce qu'elle voit bien que les choses peuvent se passer sans elle, sans sa présence, et surtout elle perd ses intérêts économiques, elle perd des intérêts géostratégiques, et la Russie, effectivement, avec laquelle la France est quand même, on va dire officiellement en guerre dans le soutien à l'Ukraine, trouve sur le sol africain des ressources, des moyens, des appuis qui deviendront aussi, dans les années qui viennent, des appuis diplomatiques au niveau du vote, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies. Donc ce sont aussi tous ces éléments-là, je pense, qui sont présents derrière. Alors la diplomatie française est très discrète sur cette question, sur cette intervention, cette ingérence ukrainienne dans l'ancien précaré colonial de Paris. Pourquoi l'est-elle et est-ce qu'elle ne risque pas d'y perdre des plumes ? Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment de gouvernement en France non plus, donc c'est un peu mais on voit le gouvernement actif quand même sur d'autres dossiers. Oui, le gouvernement est actif, mais je pense que sur les questions africaines et sahéliennes, il y a une roue libre totale qui est en place actuellement, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de ligne de communication claire qui soit donnée aux différents acteurs, à part rester sur le même narratif du Russia bashing, de l'AES bashing, et de l'idée que ces États ne s'en sortiront pas sans revenir à des processus démocratiques classiques. Mais justement, quelque part, les États-Unis non plus. En tout cas, les autres pays européens, les États-Unis... Alors, les États-Unis travaillent, puisque ils ont retiré plus tôt que prévu leurs soldats du Niger. Ils sont en train de voir comment se repositionner au niveau du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ils ont une communication assez claire. Ils ont un centre de commandement qui est structuré.
Donc j'ai plutôt le sentiment que les États-Unis travaillent. Ils ont expliqué qu'en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas construire de base, mais plutôt s'appuyer sur ce qui est déjà existant du point de vue des autorités militaires ivoiriennes. L'une des bases qu'ils avaient au Niger, qu'ils partageaient avec la France et qu'ils ont donc évacué, j'ai l'impression que ça va être le même procédé au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il y aura une sorte de partage, vu que Macron veut réduire la présence militaire française en Côte d'Ivoire et sans doute faire une sorte de joint partnership avec les États-Unis. Donc les États-unis travaillent. Ils n'ont pas évoqué ouvertement cette question ukrainienne au Mali. Non, ils ne l'ont pas évoqué parce que je pense que c'est quelque chose qui les dérange d'une certaine manière. Et je me demande aussi dans quelle mesure l'Ukraine a pris une sorte d'autonomie dans ce positionnement-là, et dans quelle mesure effectivement les soutiens, les financiers, les commanditaires de l'Ukraine ont été informés de cette intervention au Mali. Parce que finalement, l'Ukraine se pose là en une sorte d'armée de l'Occident. En s'attaquant aux Russes au Mali, elle élargit sa nature et se porte en bouclier ou même en javelot des disons Occidentaux. qu'elle fait penser, de manière un peu différente, à l'ambassade de Rhodésie, qui recrutait à Paris des mercenaires pour aller combattre les combattants de la libération sud-africain du temps de la lutte contre l'apartheid. On a un peu l'impression, puisqu'à une époque il y avait cette histoire effectivement des recrutements au niveau des ambassades ukrainiennes en Afrique de soldats pour aller combattre éventuellement en Ukraine contre la Russie. Mais si maintenant le continent africain est lui-même un terrain de confrontation que l'Ukraine utilise contre la Russie, on rentre quand même dans des stratégies de bandits, dans des stratégies illégales, en tout cas qui sont contraires aux principes de la Charte des Nations Unies, et c'est ce que le Mali a logiquement dénoncé. Alors que peuvent, dans ce contexte, que doivent et que peuvent faire des organisations comme l'Union africaine et les Nations unies ? Faire appliquer les textes. Je pense qu'il y a une demande de réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur effectivement cette actualité-là, qu'il y ait des sanctions contre l'Ukraine au niveau international, qu'au niveau de l'Union africaine, je pense qu'il faut une position commune, à la fois réaffirmer la position commune de l'Union africaine sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ensuite rappeler l'impossibilité de toute ingérence étrangère sur le sol africain ou l'utilisation du sol africain pour mener des actions qui ont aussi pour conséquence de secouer ou dégrader la relation entre pays africains, puisque le fait que l'information a été postée sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal a amené beaucoup également de partisans de l'AES qui soupçonnent le Sénégal d'être un peu le porte-avions des impérialistes, et bien de jouer effectivement ce rôle-là, ce que les autorités sénégalaises ont clairement démenti. Est-ce que ça ne donne pas une impression de seconde guerre froide ? Est-ce que c'est une question juste d'apparence ou il y a quelque chose qui relève de la logique de la guerre froide qui est en œuvre en Afrique aujourd'hui ? Non, je pense qu'il y a quelque chose qui relève effectivement de la logique de guerre froide, dans le fait effectivement qu'il y a un jeu de chaises musicales, on le voit au Niger, où les Russes ont pris effectivement les positions militaires laissées par les Américains. On le voit également, je dirais, dans ce qui se passe effectivement au niveau du Soudan, dans le soutien qui a été apporté par les forces de camps rivaux, en Libye également. Donc on est quand même effectivement dans une logique de division du continent africain par rapport à des intérêts géostratégiques non africains, par rapport également à des questions de contrôle des ressources économiques. On parle assez peu de la Turquie, on parle de la Chine, mais peut-être pas suffisamment. Donc il y a aussi d'autres acteurs qui sont présents. Les Allemands sont également présents. Donc on voit bien que le continent africain est en train de redevenir un petit peu le terrain de partage des différentes puissances internationales, qui voient aussi l'Afrique comme un lieu où il faut être présent pour marquer sa puissance. Donc lorsque l'Ukraine intervient sur le sol africain, elle se place en fait au même niveau que d'autres puissances, qui interviennent sur le sol africain. Donc on a un peu l'impression que notre continent est devenu le révélateur d'une forme de puissance, d'une volonté d'expansion dont ont besoin des puissances non africaines pour exister. Merci Hamzat. Je rappelle que tu es historien et auteur de nombreux essais, dont Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Soutenez-nous à travers des
petits pouces en l'air, à travers des commentaires, des dons également si vous le pouvez, des abonnements. Allez donc sur tnt.lemediatv.fr pour nous soutenir financièrement et également pour signer notre pétition, la pétition qui a pour but de protester contre le refus de l'Arcom de nous attribuer une fréquence TNT. Nous allons continuer cette procédure de contestation devant le Conseil d'État et nous avons besoin de vous toutes et de vous tous. Merci de rester connectés aux médias.